Hey, salut tout le monde et bienvenue dans ce 12e épisode du Zest de Noix de Citron. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 17 novembre et je vous jure je l'ai fait avant mais le chat est venu au moment où j'allumais la cam, je suis plein de poils de chat, je suis dégoûté, mon meilleur t-shirt pour le Zest est rincé. Mais trêve d'intro, je vous propose tout de suite de passer à la suite de la vidéo en commençant par le générique. Et commençons avec le service GeForce Now. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Alors ça n'a rien à voir avec le GeForce Experience qu'on utilise pour mettre à jour ou régler ses cartes graphiques Nvidia. C'est un service sous abonnement sur lequel on peut s'abonner de manière ponctuelle pour un mois ou pour 6 mois qui permet de streamer ses jeux. Là où c'est super intéressant, c'est qu'on a une formule de base qui est gratuite, qui est limitée à 1 heure d'utilisation, mais on a aussi une version performance qui est limitée à du 1440p donc en QHD avec du RTX pour 54,99 pour 6 mois ou une version ultime avec une RTX 4080 vous permettant de jouer en 4K HDR ou à 240 fps ou de bénéficier également du RTX. Et cette dernière offre quant à elle sera limitée à 8 heures de temps de jeu consécutive. Alors, c'est très important à retenir, la gratuite c'est 1 heure max, la performance c'est 6 heures max, et comme je disais, la ultime 8 heures. Alors après, à titre perso, moi les 8 heures consécutives sans pause pipi, sans rien, ça fait bien longtemps que je ne les fais plus, mais en tout cas, c'est quelque chose qui avait été mis en place depuis très longtemps par Nvidia. Ça permettait aussi d'éviter que quelqu'un laisse allumer le PC toute la journée et que ça bouffe de la connexion serveur pour rien. Le truc c'est que maintenant il y a une limite supplémentaire. Si malgré cet abonnement vous passez plus de 100 heures à jouer sur ce service là, eh bien il faudra repasser à la caisse. Pour 15 heures supplémentaires avec le niveau Ultimate, vous devrez payer 5,99€ et pour le modèle Performance, vous devrez payer 2,99€. Donc ça prendra effet à partir du 1er janvier 2025. Le truc c'est que Nvidia reste quand même sympa pour une raison toute simple. Si vous étiez déjà abonné de manière active au service au 31 décembre 2024, eh bien cette solution-là, cette nouveauté-là sera repoussée d'une année. Ce qui fait que toute l'année 2025, vous ne serez pas concerné par cette limite mensuelle de 100 heures à partir de laquelle vous devrez repayer 2,99€ ou 5,99€. Je tiens quand même à rappeler une chose qui est hyper intéressante sur ce service-là, vous n'avez pas à racheter vos jeux. C'est-à-dire que vous connectez vos catalogues de jeux, il y en a plus de 2000 qui sont compatibles aujourd'hui, et l'avantage c'est que c'est d'un point de vue performance, ça ne consomme pas plus qu'un streaming sur Netflix ou une vidéo YouTube. Donc n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur, même un ordi ultra basique, pourra faire tourner vos AAA en 4K HDR ou avec du 240 fps. C'est hyper intéressant parce que si vous faites un calcul très simple, 109€ sur 6 mois, ça nous fait donc 218€ par an, ce qui fait que déjà vous avez un gain économique extrêmement conséquent. Une RTX 4080, on va être entre 1100 et 1300, 1400€ aujourd'hui. Et ça sans parler du reste du PC, sans parler de la maintenance à faire du PC, de la facture d'électricité qui va quand même être considérable. Mais derrière là, pour 218€ par an, vous avez un PC tout entier sur lequel vous pouvez jouer depuis n'importe lequel de vos appareils. Alors c'est vrai que c'est pas forcément une solution qui est conçue et pensée pour ceux qui vont faire du tryhard, de la ranked, de l'ultra compétitif ou autre, mais pour tous les gens qui font des jeux de stratégie, des RPG, des jeux d'aventure, des MMO, etc., eh bien c'est une super solution qui permet d'éviter d'avoir à payer un ordinateur gaming et d'en profiter avec l'ordinateur le plus basique que vous ayez chez vous. Ensuite, on s'éloigne des GPU pour passer au CPU avec, encore une fois, dans un Zest, je pense que j'en parle à quasiment tous les Zests, une news à propos d'AMD qui, encore une fois, grignote des parts de marché absolument considérables. Est-ce que vous connaissez le secteur qui s'écrit DIY et qui se prononce DIY? Pour faire simple, c'est le marché, le secteur sur lequel on achète les composants à l'unité. Par exemple, vous n'allez pas acheter votre PC tout fait, vous allez acheter votre carte mère à l'individuel, pour votre processeur à l'individuel, etc. Et bien, sur ce marché-là, en Corée du Sud, AMD totalise 62% de part du marché. C'est absolument considérable. Alors je le rappelle, c'est notamment dû d'une part au fait que la dernière génération de puces AMD, et même depuis déjà 2-3 ans, est extrêmement performante en termes de gaming, mais c'est surtout que Intel s'est enfoncé dans quelque chose qui n'était pas très performant, qui n'était pas très stable, et la dernière génération, les Core Ultra, j'en parlais dans un précédent Zest, sont intéressantes, mais restent au quai tiers. On va juste gagner en performance énergétique, j'exagère, mais en gros, c'est surtout ça qu'il y a à retenir de cette nouvelle génération de Core Ultra, là où AMD, on va continuer de grappiller quelques pourcentages de performance à droite à gauche. Et eh bien, il faut croire que les gamers sont conquis, parce qu'avec 62% de part du marché en Corée du Sud, sachant qu'en Allemagne, pareil, on avait une énorme part du marché, et que pour les consoles, je le rappelle, PS5 et Xbox, eh bien c'est aussi des processeurs AMD qu'on a là-dedans. Donc je trouve que l'entreprise s'en sort très bien, même si c'est en grande partie aussi à cause d'Intel qui n'a pas su jouer ses cartes comme il fallait, mais n'enlevons pas le mérite à AMD, ils ont très bien joué leur coup.
On va sortir des PC et on va parler un petit peu de panneaux. Alors pas des panneaux solaires mais des panneaux pluviaux. Je ne sais pas si vous connaissiez cette technologie, mais en gros l'énergie cinétique produite par une goutte qui va tomber sur un panneau va pouvoir produire de l'électricité. Alors c'est pas magique, c'est pas encore tout à fait au point, on est vraiment sur les débuts de cette technologie là. Là pour l'instant, 1 mètre carré pourrait produire 200 watts. Alors ce qui est vraiment pas mal, même si aujourd'hui on a des panneaux solaires qui peuvent permettre sur un seul panneau de produire du 400, du 500 watts, voire un tout petit peu plus dans certains cas de figure, mais bon là on est à quelques générations de panneaux solaires déjà, ces panneaux du coup pluviaux sont hyper intéressants dans des zones qui sont très tropicales, ou si comme moi vous habitez proche de la Bretagne, parce que je glisse ça à l'info comme ça, hein. Il y a un article Ouest France qui est passé il y a pas longtemps, sur les 10 derniers jours à Nantes, on a eu 1h10 ou 1h30 de soleil. Voilà, donc autant vous dire que nous, le soleil en ce moment, les panneaux solaires, ils tournent pas beaucoup. Mais en tout cas, on arrive sur ces premières générations de panneaux pluviaux, et ce qui peut être intéressant, c'est à terme d'avoir peut-être des toitures, au moins sur des bâtiments publics. Par exemple, on peut avoir des damiers de panneaux un coup solaire, un coup pluvieux, un coup solaire, un coup pluvieux, ce qui fait que, quelle que soit la météo, potentiellement on pourra avoir de la production d'énergie naturelle. Ça peut être intéressant, parce que surtout ça peut aussi permettre de réduire la pression sur l'infrastructure électrique d'un pays, d'autant plus sur des pays qui vont fonctionner notamment avec du charbon. Alors malheureusement l'Allemagne, qui avait essayé d'investir massivement dans le solaire, ça n'avait pas marché, parce que seriez-vous étonné d'apprendre que l'Allemagne n'est pas un pays où il fait grand soleil en permanence? Du coup, des panneaux pluviaux dans des pays dans lesquels il y a pas mal de pluie, où il fait rarement très très beau, très ensoleillé, ça peut être super intéressant. Donc je le rappelle, on peut être sur du 200 watts au mètre carré. Ensuite, aïe aïe aïe, alors là je serais très curieux d'avoir votre avis en commentaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien La Poste a perdu plus de 14 000 € de cartes Pokémon et l'expéditeur n'a été dédommagé qu'à hauteur de 16 €. Alors en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne qui, dans l'optique d'une vente aux enchères, a envoyé à une société d'expertise, comme PSA ou CCC Grading. Si vous connaissez pas, en gros, vous l'avez peut-être déjà vu sur YouTube ou sur internet, ce sont des cartes qui sont dans des boîtiers individuels scellés avec une note. Donc en gros, c'est des sociétés qui vont expertiser les cartes de manière ultra minutieuse, qui vont regarder l'état et qui vont dire ok, sur une échelle de 1 à 10, cette carte elle est notée tant. Et derrière, quand elles sont vendues aux enchères, ça permet de justifier de l'état et surtout de maintenir la carte dans son état actuel, comme elle est dans un boîtier scellé qui va la protéger des UV, de l'oxygène, etc. Le truc, c'est que cet individu a voulu envoyer 100 cartes de collection pour une valeur estimée de 14 830 € par lettre recommandée à la société d'expertise, et la Poste a perdu le colis. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, la Poste est responsable. Il y a des numéros de suivi, il y a des scans qui sont faits à chaque étape. Je ne comprends pas qu'encore aujourd'hui, on arrive à perdre des courriers recommandés ou des colis. Ça, c'est quelque chose qui me rend fou. Alors après, je peux comprendre si des fois il y a une étiquette qui est abîmée, mais on va pas me faire croire que tous les colis perdus, ce sont des étiquettes qui sont abîmées. Est-ce qu'on n'a pas par moment des colis qui sont ouverts, des colis qui disparaissent au bénéfice de certains intérimaires, livreurs X ou Y, ou personnes qui vont travailler dans les circuits de distribution? Voilà, il y a tellement tout eu. Je le dis parce que moi je me suis fait voler un ordi comme ça. Voilà, on m'a dit que c'était la faute de l'intérimaire parce que pendant l'été ils embauchaient des intérimaires. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais en gros, la grosse problématique de ce cas-là, c'est donc que la Poste, derrière, a indemnisé avec un chèque de 16 € le client, que celui-ci n'est pas content, qu'il a du coup fait appel au médiateur, mais que ce dernier a donné raison à la Poste. Pour une raison toute simple, eh bien la Poste ne permet de garantir que jusqu'à 5 000 € un envoi. Et là, 14 000 €, même un peu plus de 14 000 € sur une seule expédition, eh bien c'était beaucoup trop. Alors là-dessus, la Poste donnait un conseil, c'était plutôt de faire un envoi en 3 fois, donc de séparer les cartes dans 3 expéditions différentes, chacune assurée jusqu'à à peu près 5 000 € pour que, en cas de problématique, déjà la personne soit assurée. Le problème, et ça je ne le sais pas, est-ce qu'elle a été mal informée? Est-ce que, de toute façon la Poste est responsable, elle a perdu le colis, mais est-ce que la personne n'aurait pas pu faire autrement? Voilà, ça c'est là-dessus que j'aimerais avoir votre avis. Parce que bon, juste à titre perso, moi si j'ai plus de 14 000 € de cartes Pokémon à envoyer à une société de grading, je prends un billet de train. Parce que je crois que là on avait le prix qui était indiqué dans l'article. Parce que là dans le cas présent, 3 expéditions pour séparer donc les cartes avec les assurances à 5 000 €, on serait arrivé à 135 € et 30 centimes TTC. Très franchement, moi sur ces prix-là, je prends un billet de train, je me déplace et j'y vais. Alors bien sûr, on n'a pas tous le même boulot, les mêmes possibilités, les mêmes libertés dans la vie, etc. Mais pour plus de 14 000 € à confier ça dans une enveloppe recommandée, un courrier recommandé, je trouve ça super osé quand même. Donc je dis pas que c'est la faute de l'expéditeur, le service de livraison est responsable, mais peut-être que l'expéditeur aurait pu faire différemment.
Ensuite, on va reparler un peu processeur, un peu technologie. Alors peut-être que vous ne connaissez pas cette entreprise qui s'appelle TSMC, mais il y a fort à parier que vous avez déjà utilisé des produits de la marque, tout simplement puisqu'elle est spécialisée dans la gravure de composants électroniques, elle est leader du marché des processeurs. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, elle arrive à graver de la manière la quasi la plus fine possible, on est sur du 3 nanomètres, on se dirige vers une finesse de gravure à 2 nanomètres, et justement le gouvernement taïwanais, puisque cette entreprise est basée à Taïwan, a décidé de mettre en place, pour protéger la propriété intellectuelle et les capacités technologiques de ce pays, la production des puces à 2 nanomètres, ou du moins les puces les mieux développées, les plus performantes sur le marché. Pour faire très simple, la dernière génération de puces ne peut pas être produite à l'extérieur du pays, même par une usine de TSMC. Ce qui fait que si demain TSMC veut ouvrir une usine au Japon, en Allemagne, en France ou aux États-Unis, ils peuvent le faire, mais ils ne pourront pas produire dans ces usines-là à l'extérieur de Taïwan la dernière génération de puces. Tout simplement pour une raison extrêmement simple, c'est que Taïwan est dans une zone qui d'un point de vue géopolitique est très complexe et qui est en conflit ouvert avec la Chine, enfin du moins ouvert entre guillemets, avec la Chine depuis très longtemps. D'ailleurs le gouvernement avait même précisé que si Taïwan était envahi par la Chine ou par un belligérant, eh bien les usines seraient détruites pour ne pas que les technologies tombent entre les mains de tiers. C'est vous dire à quel point c'est un marché qui est très sensible, donc je peux comprendre que la propriété intellectuelle soit quelque chose d'important à conserver dans le pays, même si du coup ça va limiter les productions et les bénéfices pour les consommateurs derrière. En tout cas, la technologie à 2 nanomètres serait attendue soit pour 2025 ou 2026, puisque je ne vous le cache pas, plus on grave fin, plus c'est compliqué à produire. On a déjà un ratio de perte qui est important, mais surtout c'est des usines de production très différentes, des lignes de production différentes, des machines utilisées qui sont ultra spécifiques et qui coûtent des centaines de millions d'euros à chaque fois à mettre en place. Donc on avance doucement vers ce 2 nanomètres et quand ça va arriver, ça sera génial. Pour faire simple, d'ailleurs j'oublie cette info, plus vous conservez, plus vous gravez finement un composant électronique, par exemple un processeur, plus vous allez soit augmenter la capacité énergétique, c'est-à-dire que le composant va consommer moins d'énergie, donc sur un ordinateur portable, un smartphone ou une tablette c'est hyper intéressant pour l'autonomie, soit vous allez mettre plus de composants électroniques au centimètre ou au millimètre carré, ce qui fait qu'on va avoir par exemple plus de cœurs dans un processeur, plus de composants permettant plus de performance, et donc c'est là que c'est intéressant de graver finement, c'est que ça permet soit une meilleure autonomie, soit une meilleure performance. Ensuite, une petite news, toute petite, à propos du Steam Deck OLED. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce produit qui est édité par Steam. Eh bien, il faut savoir qu'à partir du 19 novembre, il y a une édition limitée en blanc du Steam Deck OLED qui sera disponible. Alors, c'est intéressant, mais ok tiers. Alors, peut-être parce que je suis pas la cible de ce genre de console. En gros, c'est vraiment une petite console portable qui est équipée d'un écran OLED de 7,4 pouces en 1280 par 800 pixels, qui comprend du HDR et un taux de rafraîchissement en 90 Hz, qui possède du Wi-Fi 6E et une autonomie, alors accrochez-vous bien, entre 3 et 12 heures. Alors, c'est très large, ça va dépendre vraiment des jeux qui vont être utilisés dessus. Il y a aussi des versions LCD qui sont moins chères ou des versions LED qui sont moins chères selon la quantité de stockage. Là, le prix de 679 € que je vous donne, c'est pour le modèle de 1 Tera. Mais si je vous donne ce prix-là, c'est justement puisque l'édition limitée qui arrive, c'est cette édition-là, mais simplement elle est en blanc. Et elle sera en blanc pour un petit peu plus cher, il y a 40 € d'écart. On passera donc de 679 à 719 € TTC. Encore une fois, ça sera disponible en commande à partir de ce 19 novembre à minuit. C'est... voilà, juste il y a ça, c'est la seule différence qu'il va y avoir. Après, la couleur est sympa, ça rappelle un peu, je trouve, les teintes blanc-gris de la PlayStation 1. Mais bon, encore une fois, je suis pas la cible, c'est peut-être pour ça que je suis pas objectif, mais pour 40 € de plus, vous avez cette édition limitée en blanc. Ensuite, on va parler Nintendo. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en règle générale, quand on entend parler de Nintendo, c'est pour trois choses. Soit des pseudo-fuites sur la prochaine génération de consoles, soit parce qu'ils ont sorti un nouveau Pokémon, soit parce qu'ils sont fâchés avec quelqu'un. Et aujourd'hui, ils sont fâchés avec quelqu'un. Et cette personne s'appelle Jesse Kagan, plus connue sous le pseudonyme de Every Game Guru. Et le problème, c'est que cette personne diffuse du contenu piraté et fait même la promotion du piratage et des émulateurs à l'encontre de Nintendo. Alors le problème c'est que pour le moment il a diffusé déjà plus de 50 jeux piratés, parmi eux des titres majeurs comme du Zelda, du Super Mario, du Mario Luigi Brothership. Le problème c'est que des fois il fait ses diffusions avant même la sortie, la commercialisation des jeux. Donc autant vous dire que Nintendo déjà ils ont toutes les raisons de pas être contents. Jusque là il faisait fermer les chaînes de diffusion, mais ça n'a pas suffi puisque le mois dernier ce petit malotru a envoyé une lettre à Nintendo en disant que il avait à peu près 1000 comptes supplémentaires et qu'en fait il s'en fiche, il peut faire ça toute la journée. Ce qui forcément n'a pas plu à Nintendo, qui du coup réclame 150 000 $ par violation du droit d'auteur et 2500 $ par infraction aux lois anti-contournement.
Le problème, c'est qu'il y a déjà plus de 50 infractions qui sont signalées et que la note pourrait donc atteindre 7,5 millions de dollars. Ça va être très compliqué. De toute façon, les avocats Nintendo, je leur fais confiance là-dessus pour gagner le procès. Simplement, c'est quelque chose, je sais pas comment ça va se gérer, puisque les procès à l'international, de toute façon, c'est toujours compliqué, c'est toujours long. Surtout si la personne se vante derrière de pouvoir continuer. Est-ce qu'elle va continuer avec un procès en cours? Bref, ça va être encore un sacré bazar, mais j'ai envie de dire, pour une fois, je suis d'accord et je comprends le fait que Nintendo intente un procès envers quelqu'un. Ensuite, je vais vous parler d'une marque qui s'appelle OWC, qui n'est pas forcément très connue de grand public, plutôt des professionnels, parce qu'on est sur des produits plutôt quali, un petit peu chers, même si des fois c'est quand même très abordable au vu de la performance des appareils. Ils sont surtout connus pour des hubs ou des adaptateurs. Le truc, c'est que là, ils ont présenté justement un produit qui est compatible Thunderbolt 5 avec de l'USB-C et de l'USB-A, et c'est ça qui rend ce produit intéressant. Déjà, on a un très bon rapport qualité-prix. Le Thunderbolt 5 va doubler la performance en débit du Thunderbolt 4. On peut aller jusqu'à 80 gigabits par seconde pour du transfert de données et même 120 gigabits pour de l'affichage, c'est considérable. Le hub peut gérer 2 écrans 8K à 120 Hz ou 3 écrans 8K à 60 Hz et en plus de ça fournir 140 watts à un ordinateur. Alors bien évidemment, à partir du moment où on peut fournir 140 watts, c'est plutôt dédié à des ordinateurs portables qui vont bénéficier du Thunderbolt 5 et bien entendu, ça ne servira pas à grand chose de brancher sur un PC. Ou du moins quand je dis PC, c'est plutôt un ordinateur de bureau. C'est vraiment un produit qui est complet et qui est intéressant et le fait qu'on le trouve pour environ 180 € hors taxe fait qu'il est hyper compétitif. En règle générale, les boîtiers de ce genre-là, on est plutôt dans les 300, 400, 500 €. Là, c'est hyper cool. Donc si vous ne connaissez pas la marque OWC, je vous invite à regarder quand même un peu les produits qu'ils proposent, en particulier si vous êtes un habitué des ordinateurs portables, que vous faites de la création graphique, du vidéo, de la photo, des montages, ou même que vous êtes un habitué des branchements sur des écrans de haute densité de pixels comme là de la 4K ou de la 8K. Il y a fort à parier que vous trouviez un produit qui vous intéresse dans leur catalogue. Et enfin, je vais vous parler d'un moniteur, le AG276FK de chez Aegon qui appartient à AOC. Donc c'est clairement un moniteur qui est pensé pour l'e-sport compétitif et vous allez très vite comprendre pourquoi. On est donc sur un produit de 27 pouces avec une dalle Fast IPS, compatible display HDR 400, mais surtout à 520 Hz. Alors après, il a de bien que cette performance pour de l'e-sport et que pour de la grosse ranked tryhard, puisque derrière, malheureusement, c'est un écran de 27 pouces en 1080p, en 1920 par 1080, ce qui nous donne un DPI très faible. Donc à moins de jouer avec l'ordinateur genre à 80-90 cm des yeux, vous n'allez pas avoir une bonne expérience avec le produit. Ce qui fait que si vous voulez acheter ce moniteur genre pour faire du télétravail la journée, la semaine, et de la bonne grosse ranked compétitive le soir ou le week-end, c'est vraiment pas un bon compagnon. 1080p en 27 pouces, c'est nul. En règle générale, 1080p, il faut pas dépasser 21-22 pouces. Et encore déjà, là, rien que là, 22 pouces, c'est limite en termes de DPI. On n'est qu'à seulement 100 DPI. C'est moins bien qu'un moniteur de 27 pouces qui fait 2560 par 1440. Donc autant vous dire que la même chose en 27 pouces, c'est nul. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. On demande à cet écran d'être performant et d'être réactif. Et avec 520 Hz sur du Fast IPS, il le fait et il le fait très bien. Mais en dehors de cette scène ultra compétitive, il aura du mal à s'imposer sur les bureaux et les setups du plus grand nombre. En revanche, là où c'est intéressant, c'est que malgré sa dalle de dernière génération en termes de performance, il est commercialisé à un prix d'environ 600 €, 580, 600 €. Et ça, c'est le prix hors remise exceptionnelle. Ce qui fait que d'ici peut-être un an, au prochain Black Friday, Cyber Monday, etc., peut-être qu'on pourra le trouver dans les 490, 520, 530 €. Il sera encore plus intéressant. Mais vraiment, j'insiste bien là-dessus, n'achetez cet écran que si vous êtes un énorme fan hardcore de compétitif ou de tryhard. Bon, alors, petite semaine finalement pour les news. C'est vrai que moi, celle qui m'a interloqué le plus, c'était celle sur Pokémon, puisque j'ai déjà envoyé des cartes chez CCC Grading, des cartes Yu-Gi-Oh! À l'époque, et j'avais qu'une peur, c'est qu'elles soient perdues pendant le trajet. Fort heureusement, ce ne fut pas le cas. On avait même fait un stream Twitch à l'époque où on déballait, on essayait de deviner les notes et tout, c'était vraiment cool. Mais quand même, je suis deg pour la personne qui a perdu du coup ces 14 000 € de cartes. J'en profite également pour vous rappeler que cette semaine, j'ai mis en ligne un genre de guide un peu ultime sur les écrans OLED pour comprendre les différences avec les générations et autres, et que récemment, j'ai aussi publié une vidéo de test sur un Alienware 4K 32 pouces, et que là, prochainement, va arriver en vidéo un test sur un écran Gigabyte OLED, mais j'en dis pas plus. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et salut tout le monde.